Bonjour à tous, bonjour Jacques Attali. Bonjour. La Grèce n'a donc pas payé le milliard et demi qu'elle devait au FMI. Elle est en défaut de paiement, ou plutôt en arriéré de paiement, comme dit le FMI. C'est quoi la différence? Vous savez, on est dans une situation où chacun espère que zéro va arriver, et donc on reporte les problèmes, comme dans la vie privée, quand on a une menace, on dit pas ça, pas moi, pas maintenant, on a le temps. Alors on vient de se rappeler quelque chose que tout le monde sait dans les techniciens, c'est que quand vous payez pas au Fonds monétaire une dette, vous n'êtes pas en défaut de paiement tout de suite, il faut attendre 3 mois. Donc voilà, la Grèce ne sera en défaut de paiement que, selon les statuts du Fonds monétaire, que dans 3 mois. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Ça change le fait que la lâcheté des dirigeants européens et la démagogie des dirigeants grecs, mises l'une à côté de l'autre, font qu'on se dit, bon, on a encore du temps. On a au moins jusqu'à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, en principe, il n'y a pas d'échappatoire au remboursement de ce qui est dû à la Banque Centrale Européenne. Et là, il faudra un tout petit peu plus d'imagination pour penser qu'on peut éviter le Graxel ou le Grexit plutôt qui menace, parce qu'il est là. Il est là. Mais la négociation reprend ce matin. Elle peut aboutir à quoi, compte tenu des personnes qui sont autour de la table? On est dans une situation où, en fait, on se trompe depuis le début. On n'a, en réalité, pas d'État en Grèce et pas d'État en Europe. Donc vous imaginez deux personnes qui négocient, mais qui sont des fantômes. Il y a un fantôme d'État grec et un fantôme d'État européen. Ça n'aide pas beaucoup. En Europe, vous avez au moins 6 personnes qui sont en charge. Je ne vais pas les nommer tous, mais ils sont tous en charge et différents. Monsieur Juncker, Monsieur Tusk, Monsieur Dijsselbloem, Monsieur Moscovici, sans oublier Madame Merkel et Monsieur Hollande qui sont en plus. Et chacun considère que personne d'autre n'a le droit de négocier à sa place. Et en Grèce, vous avez quelqu'un qui, soi-disant, dirige, mais qui n'a aucun pouvoir sur la réalité, parce qu'il n'y a pas d'État en Grèce. Il n'y a pas d'État depuis le 8e siècle. Il y a un État qui s'est constitué qu'avec l'indépendance grecque. Il n'y a pas d'État qui est capable de prendre des grandes réformes. Mais non, parce que c'est totalement fictif. Quand on demande aux Grecs de supprimer des fonctionnaires, ils disent oui, ils râlent, ils veulent pas les supprimer, puis après ils en suppriment 10 000, d'accord, puis on se rend compte au bout d'un moment que sur les 10 000 qu'ils ont supprimés, il y avait 8 200 qui étaient des fantômes, qui n'existaient pas. Donc c'est une fiction. La réalité, c'est qu'on n'a pas adressé le problème grec comme il devait l'être, c'est que la Grèce n'a pas d'État et qu'il faut aider à la constitution d'un État grec, tout le contraire de ce qu'on fait. Et pourquoi on a fait tout le contraire? Parce qu'on a eu la folie en Europe, et je la dénonce depuis le premier jour, en 2010, de confier la négociation avec les Grecs au Fonds monétaire, parce que les Allemands en particulier n'ont pas eu confiance aux statistiques que fournissait l'Union européenne, la Commission, et ont dit non, il faut le Fonds monétaire. Et je trouve la situation surréaliste où les Européens négocient l'entrée ou la sortie de la Grèce, c'est-à-dire la survie de la zone euro, parce qu'elle est en danger, à des économistes parfaitement respectables, mais qui sont japonais ou indiens et qui sont au Fonds monétaire, et que personne au sein de la direction du Fonds monétaire n'ose contredire, de peur de paraître biaisé en faveur de l'Europe, une décision qui devrait être équilibrée. Donc on est dans un monde de fous où il n'y a personne aux commandes. Et ça, c'est très, très, très dangereux pour l'euro. Est-ce que l'Europe peut sortir de l'euro? Je précise la Grèce, vous voulez dire. Est-ce que l'Europe peut sortir de l'euro? Est-ce que la Grèce peut sortir de l'euro, tout en précisant que dans les traités, il n'y a rien qui prévoit une sortie de l'euro? Si je peux reconnaître une erreur du moment où nous avons négocié le traité de Maastricht, c'est qu'on avait involontairement, d'ailleurs, à ma connaissance, pas prévu de clause de sortie. Et donc, ça rend plus difficile la sortie. Ça a un avantage, c'est que ça permet de rendre les choses plus nécessaires de rester. Donc, ce serait très mauvais qu'elle sorte, et très compliqué, parce que, comme l'a dit M. Juncker, d'une façon qui n'était peut-être pas la meilleure au meilleur moment, sortir de l'euro, c'est sortir de la zone de l'Union européenne. Il faut même sortir de l'Union européenne pour sortir de la zone euro. C'est un peu farfelu. Mais on est dans cette situation où, pire encore, non seulement la Grèce peut sortir, mais l'ensemble des acteurs du monde qui sont en train de regarder l'Europe, qui est quand même qu'une petite partie de la planète, même si c'est celle qui nous intéresse le plus, se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On lui a prêté des milliers de milliards, et ils sont pas foutus de régler un problème qui représente 2% de leur PIB. Regardons un petit peu ailleurs. Le Portugal, ça va pas si bien. L'Italie, ça va très mal. La France, elle atteint 100% du PIB. Oh là là, mais je vais plus prêter à ces gens-là. Ils sont même pas foutus de régler un petit problème, ils régleront pas un grand. Donc, il est très urgent, non pas seulement de régler le problème grec, qui peut l'être en 3 minutes, parce que le désaccord était fictif entre M. Tsipras et l'Union européenne. Ça tenait à 220 millions d'euros, le désaccord dans la négociation. Tout ça est de la... Pourquoi ça s'est pas fait? Parce que M. Tsipras a été un lâche et n'a pas osé affronter sa propre majorité et lui faire passer le programme qu'il avait accepté à Bruxelles. Il y a 2 Tsipras. Il y a un Tsipras à Bruxelles et il y a un Tsipras à Athènes, comme il y a 18 personnalités de chacun d'entre nous, suivant les interlocuteurs que nous avons. Mais
c'est donc très humain. Mais là, en politique, comme dit le proverbe arabe, il faut conduire le menteur jusqu'à sa porte. Et quand on le conduit à sa porte, il arrive ce qu'il arrive. Il faut maintenant arriver aux décisions. Les décisions sont forcément impopulaires. Il n'y a plus le choix entre une bonne et une mauvaise solution. Il n'y a pour les Grecs que des mauvaises solutions. Parce qu'on a fait toute une série de bêtises avec eux, et eux ont fait des bêtises, et nous aussi, il n'y a pas de bonne solution. Il faut accepter d'annuler une partie de la dette grecque. On ne peut pas laisser les Grecs avec 200% du PIB. C'est même honteux que l'Allemagne le réclame. L'Allemagne devrait se rappeler qu'en 1930, c'est le fait de lui avoir laissé une dette excessive qui a conduit à ce qu'ils choisissent démocratiquement Hitler, et c'est parce qu'on leur a abandonné une partie essentielle de leur dette entre 1952 et 1954 qu'il y a eu le miracle allemand. Donc le miracle grec n'est possible que si les Allemands, en particulier, parce que ce sont ceux qui s'y opposent le plus, acceptent de réduire la dette grecque à moins de 100% du PIB, qui est le seul niveau qui est soutenable, qui est d'ailleurs dépassé aujourd'hui par plusieurs autres pays européens, dont l'Italie et bientôt par la France. Vous parliez de la fragilité de l'euro. Est-ce que l'euro, avec la crise grecque, peut disparaître ? L'euro est toujours menacé. Je ne pense pas qu'il puisse disparaître. L'euro est toujours menacé. Et cette crise a au moins un bon côté, c'est qu'elle nous amène à comprendre que la gouvernance de l'euro ne suffit pas. Il faut un État grec, il faut un État européen. Il faut un interlocuteur européen clair. On a la chance d'avoir un homme remarquable qui s'appelle M. Draghi, mais M. Draghi est en responsabilité de l'euro, il fera tout pour le sauver, mais il n'est pas politique. Il faut que le pouvoir politique nomme un vrai ministre des Finances en charge de l'euro, qui ne peut pas être les 6 ou 7 personnes qui aujourd'hui se disputent cette compétence. Donc il faut tirer de cette crise la leçon que l'Europe doit faire un pas en avant, en tout cas l'Eurogroupe, l'Eurozone, un pas en avant dans son intégration pour au moins avoir quelqu'un au bout du téléphone, comme disait Kissinger il y a 30 ans. Cette crise grecque, quelles conséquences en France ? Pour l'instant, pas grand-chose, sinon qu'on va explicitement devoir abandonner 40 milliards de créances qu'on a sur la Grèce, qu'on faisait semblant de croire qu'on nous rembourserait un jour, alors que c'est un mensonge. On sait depuis 10 ans qu'ils ne rembourseront pas cette créance. Donc il faut accepter de passer cela réellement. Ensuite, les conséquences peuvent être très sérieuses si on ne fait pas de progrès dans la gouvernance de l'Europe, parce qu'à ce moment-là, il y aura ce que j'ai dit, c'est-à-dire une méfiance à l'égard de la zone euro de la part de l'ensemble du monde, et ça peut avoir des conséquences sur la croissance, sur la reprise et sur toute une sorte de choses. Mais en même temps, je ne voudrais pas être sur une note que négative. Ça peut être très positif si on comprend qu'il faut aller plus loin vers l'efficacité de la zone euro, et si en même temps ça permet aux farfelus qui expliquent qu'on est mieux hors de la zone euro de voir ce qui se passe chez les Grecs et de se demander si c'est mieux d'être dans ce chaos que d'être à l'intérieur d'une zone puissante. Merci. William ? Merci, messieurs. Roland, à demain.